7 avril 2013, date de lancement de l'Attaque des Titans en adaptation animée. À peine bachelier et le pied à peine posé dans le vaste monde des études sup, je m'intéresse à cet animé adaptant un manga prometteur, et le mot est faible. Je me souviens l'avoir maté quelques semaines après son lancement avec une copine de l'époque, et moi qui habituellement dévore des épisodes à l'appel, j'ai pressé sur le bouton pause pour respirer après un premier épisode incroyable. Un des meilleurs épisodes 1 de l'histoire des séries, et 8 ans plus tard je le pense toujours. Cet épisode 1 pose d'abord un excellent cadre, puis nous prend par surprise et détruit son ambiance presque tranche de vie pour devenir une des expériences les plus perturbantes que j'ai pu voir. Cet animé focalisé sur la reconquête d'une liberté disparue par une humanité en miettes est ultra prenant, et on a tous pris un plaisir monstrueux à suivre Shingeki no Kyojin année après année, épisode après épisode, révélation après révélation. J'ai grandi avec Shingeki, non. J'ai grandi grâce à Shingeki no Kyojin. Et tout le monde a grandi avec moi, grâce à ce manga mémorable. Et cette croissance n'est pas que physique, on sort tous grandis psychologiquement de ce manga incroyable. Le début de Shingeki no Kyojin est révélateur de beaucoup de choses, et je ne parle pas de ce foreshadowing que vous avez tous vu passer où Eren se réveille en pleurs d'un rêve où il aurait vu Mikasa avec des cheveux courts, d'où sa réflexion « Mikasa, tes cheveux ont poussé, non ?» Et comme par hasard, Mikasa est vu avec des cheveux courts dans la saison 4, 100 chapitres plus tard. C'est d'ailleurs ça qui nourrit l'idée que le titan d'Eren permet d'échanger avec les mémoires de ses porteurs même avant qu'ils le soient. Mais là où ces pleurs me parlent dans ma relecture, c'est qu'ils me rappellent l'émotion qu'on avait vécue en découvrant cette histoire, nous apportant une teinte de nostalgie qui nous fait nous dire « Putain de merde, j'étais si jeune quand j'ai commencé cette série ». Et effectivement, comme les héros, nous étions jeunes, immatures intellectuellement, au moment où l'humanité s'est souvenue de la peur d'être dominée par eux. Le meilleur exemple qui m'a fait prendre conscience de mon gain de maturité, c'est cette phrase de Hannes qui explique à Eren que c'est rassurant de voir la garnison de l'armée faire la fête à longueur de journée, car c'est le signe d'un peuple en paix et qu'il devrait plutôt s'inquiéter le jour où il les verra en action au quotidien. Et effectivement, ça me parle beaucoup plus maintenant, surtout quand au fur et à mesure du manga, il ne se passe pas un jour sans que le bataillon d'exploration ne parte en mission ou au combat, signe évident d'après Hannes que la société est sur son déclin. Déclin provoqué par Eren, dont la soif de liberté et de connaissance prend racine dès le chapitre 1, où il exprime clairement ce désir à son père, Grisha Yeager. Et c'est amusant de constater que même si Eren apprend tout le long du manga, sa mentalité n'a pas changé d'un iota. Ceux qui sont prêts à sacrifier un peu de leur liberté pour rester dans la tranquillité sont de vrais idiots. Et malgré l'ébranlement de son monde, cette chute de son cadre de vie, en témoigne cette case où on a plus l'impression que les trois personnages chutent plutôt qu'ils soient surpris, je disais donc, malgré ce choc, sa vision du monde ne change pas, et au contraire, j'y vois autre chose. J'y vois un moment où Eren réalise que la tâche qu'il s'incombe de se libérer des murs, de libérer l'humanité, va être beaucoup plus longue et périlleuse qu'il ne le pensait. Sa tâche est colossale, titanesque même, et cette apparition de Bertholdt est un double sens assez flagrant. Mais cette mission qu'Eren se donne ne vient pas de nulle part, elle prend racine directement dans la vie de son plus lointain ancêtre, Ymir, qui a vécu il y a 2000 ans, d'où le nom du chapitre 1, à toi, dans 2000 ans. Écho direct au chapitre 122, de toi, il y a 2000 ans, mais j'y reviendrai plus tard. Et c'est là où malheureusement je vais devoir vous mettre en garde. Si vous n'êtes pas à jour sur Shingeki no Kyojin, et je parle bien des scans, sachez que cette vidéo va vous spoiler la vie d'Ymir, l'ancêtre des Eldiens, et son implication dans l'histoire et sa conclusion. Donc si vous voulez attendre, aucun problème, sinon dépêchez-vous de vous mettre à jour, au moins jusqu'au chapitre 124, histoire d'être un peu large. Ymir était une esclave qui a été abandonnée par les siens pour épargner à tout le monde une punition collective. S'ensuit une sanction de son maître, elle devient la cible d'une chasse à la cour, seule fois de sa vie où elle entendra ces mots: tu es libre. C'est en voulant se cacher qu'elle tombera sur un tronc d'arbre immense, se faisant parasiter par quelque chose qui sommeillait dans cet arbre titanesque. Vous l'aurez compris, c'est là qu'elle éveille le pouvoir des titans. C'est d'ailleurs intéressant de noter quelque chose. Lors de sa première transformation en titan, Ymir hurle en direction du ciel, comme si elle cherchait de l'air, comme un bébé quand il naît, et ça se retrouve chez Eren la première fois qu'il se transforme en titan. Cette transformation est comme une nouvelle naissance, leur vie prend un nouveau sens dont ils ne peuvent plus réchapper. Ils sont comme victimes de leur destin. Et celui d'Ymir, c'est d'être porteuse de la descendance de son maître. Oui, il va l'engrosser sans cesse pour qu'elle ait autant de descendants que possible. En résulte la naissance de 3 filles, Rose, Sina et Maria. Ymir n'a aucune attache avec ses filles, elle n'est jamais vraiment heureuse, en témoignent ses yeux, toujours sombres et sans émotion. D'abord esclave de ses chaînes, puis de son rôle de poule pondeuse pour toujours plus satisfaire les désirs du tyran qui lui sert de maître, le premier roi, Fritz. Roi qu'elle protégera paradoxalement d'une tentative de meurtre, car quoi qu'on dise, c'est lui qui lui a donné un rôle, une raison d'être. Et quand elle se rend compte que Fritz n'a aucune compassion pour elle et qu'il la fera souffrir autant de fois que nécessaire, elle préfère s'abandonner à la mort pour avoir enfin un peu de répit. Elle pensait en finir, mais sa descendance a été forcée de manger son cadavre pour s'approprier son pouvoir, faisant d'elle le premier trait de l'Axe, cet arbre dont les branches ne sont que l'héritage de la haine entre les Eldiens et les Mares. Mais ironiquement, le tronc n'était qu'à la recherche d'un petit peu de paix et de sérénité. Et quand Eren la rencontre dans l'Axe, il se rend compte qu'il est le seul qui l'a comprise. Il la comprend car lui aussi, dès le premier chapitre, soutient l'idée de se battre pour la liberté,
peu importe le prix. Il veut s'élever contre ce cercle vicieux, sortir le monde de cette spirale de haine, quitte à le détruire, car souvenez-vous, dans le combat contre Annie dans la saison 1, il ne se faisait pas prier pour crier qu'il allait détruire le monde tout entier. Là vient l'opposition entre les deux frères Yeager. Sig veut imposer à Ymir la castration des Eldiens, en invoquant son sang royal comme argument d'autorité, chose qu'elle a déjà entendue toute sa vie. Là où Eren envisage certes une solution beaucoup plus radicale, mais laisse les rênes à Ymir, qu'elle fasse son choix elle-même, car elle mérite de choisir. C'est ces mots qui feront pleurer Ymir de colère, première fois où on verra ses yeux, toujours voilés par sa haine dévorante. Au début de l'histoire, le désir de liberté d'Ymir s'est éveillé chez Eren, en témoigne le titre, souvenez-vous, à toi, dans 2000 ans. Et Eren lui donne pour la première fois de sa vie une liberté de choix, d'où le titre de ce chapitre 122, de toi, il y a 2000 ans. La volonté d'Ymir a éveillé Eren, qui lui a ensuite rendu cette volonté de se battre, peu importe le prix. Suite à cela, le cri du titan d'Eren résonne une nouvelle fois. Sous une nouvelle forme, un nouveau corps, à nouveau, une nouvelle naissance. Naissance qui a lieu sous les yeux de ses semblables qui sortent lentement de leur torpeur. Mais cette liberté à tout prix que prône Eren est un parti très radical et qui n'est pas partagé par ses amis, notamment par Armin. Pour Armin, la liberté c'est de vivre des moments de bonheur et d'insouciance, courir au pied d'un arbre, partager un moment agréable avec ses amis sans que ce soit calculé et en garder un bon souvenir, c'est ça, le véritable bonheur. Et cette opposition entre ces deux idées nous rappelle un combat que chacun mène au plus profond de lui-même. Je veux être heureux, mais comment être heureux? C'est quoi au fond être heureux? Un véritable moment de bonheur entre Eren et ses amis est ce moment où ils infiltrent Mar pour tenter d'ouvrir un dialogue entre Mar et Paradis. Un soir, ils sont accueillis par des gens dont ils ne parlent même pas la langue, mais tous passent une bonne soirée à boire et rire ensemble. Un pur moment de bonheur, le premier auquel Eren, Mikasa et Armin ont droit depuis que la guerre a commencé. Mais ce Eren apaisé déchante très vite dans une allocution où ils assistent à la véritable haine que le peuple Mar entretient pour les démons insulaires. Cet espoir de voir une porte ouverte vers la paix s'est envolé quand Eren entend ces mots et s'éclipse sans ses amis, avec pour but de rallier Sig et de se lever contre Mar. Eren devient l'incarnation de la haine d'Ymir, un désir de liberté personnifié qui protégera son peuple, et même s'il le faut, détruira le monde tout entier. Vous n'avez pas pu passer à côté. Isayama, l'auteur de Shingeki no Kyojin, a volontairement fait fuiter la dernière case de son manga. Cette case, la voici. Un homme portant un bébé, lui murmurant une phrase, « Tu es libre ». D'après l'auteur, il est impossible de deviner ce qu'il va se passer, peut-être, mais cette case seule nous laisse entrevoir le message de Shingeki no Kyojin. Est-ce Eren qui porte dans ses bras son fils ou celui d'Historia, ou bien les deux? Est-ce Armin qui porte son futur enfant en lui murmurant l'ultime volonté de son ami? Est-ce Grisha Yeager qui porte son fils Eren et étant porteur du titan assaillant, il aurait vu dans le futur de son fils qu'il allait être le premier Eldien à réellement goûter à la liberté? On ne sait pas. Toujours est-il que cette simple phrase « Tu es libre » est un parallélisme évident, avec cette phrase adressée à Ymir avant qu'elle ne soit chassée. Sauf qu'ici, il n'y a pas de sous-texte, juste une parole bienveillante. Peu importe qui prononce ces mots, leur sens reste le même. Entretient cette paix et cette liberté. Et c'est ça qui est incroyable avec Shingeki no Kyojin. On a évolué avec cette série, on a grandi avec elle. On épouse d'abord le point de vue de Eren avant de commencer à prendre de la distance par rapport à ses idées, quitte à être carrément en désaccord avec lui. Shingeki no Kyojin détruit son manichéisme apparent pour nous forcer à prendre du recul sur ce qu'on lit. Il nous fait devenir plus critiques envers des points de vue en apparence séduisants. Sig n'a pas raison. Armin et Mikasa n'ont pas raison. Eren n'a pas raison. Dites-vous bien que le seul personnage qui gagnera dans cette histoire, c'est celui qui vous aura fait le plus réfléchir. Le manga est aujourd'hui terminé et nous laissera quand même un grand vide. Et même si la fin peut prêter à débat, nul doute qu'elle continuera longtemps à nous faire réfléchir. C'était Chauve Burlesque qui a mis un peu trop de temps à sortir cette vidéo, ayez une bonne vie, et à la prochaine tout le monde.